Elle s'appelle Laura Siboni, c'est une des spécialistes en France de l'intelligence artificielle. Laura est diplômée de Sciences Po, de la Sorbonne et d'HEC, excusez du peu. Elle a travaillé naguère pour Google Art et Culture avant d'enseigner l'intelligence artificielle, principalement dans des grandes écoles et en entreprise. Laura est l'auteur d'un livre chez Grasset titré Fantasia, avec les dernières lettres IA qui se distinguent du reste du mot. Joli clin d'œil. Jusqu'ici, Fantasia pour moi, c'était le 3e film des studios Disney, sorti en 1940, composé comme une série de 7 séquences illustrant 8 morceaux célèbres de musique classique, et dans lequel j'avais retenu cette séquence surréaliste, dite de l'apprenti sorcier, dans laquelle Mickey, dépassé par les événements, se démenait comme un beau diable pour remettre de l'ordre dans un univers où des balais en tout genre prenaient le contrôle sur lui. Une sorte d'allégorie de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui explose littéralement, à la fois porteuse d'incroyables promesses et des pires menaces possibles pour la liberté et les peuples, et pour le bonheur, pour l'interrogation. Laura, dans Fantasia, ne se contente pas d'explorer, comme le font de nombreux autres ouvrages, les réalités de l'IA. Sous-traitant habilement son ouvrage Contes et légendes de l'intelligence artificielle, elle explore via une symphonie de textes didactiques, drôles et puissants, les chemins d'une technologie en devenir qui alimente fantasmes et angoisses. Le propos est clair et charmant, comme la dédicace que Laura a eu la gentillesse de me faire d'une écriture enfantine. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, aujourd'hui on va parler du bonheur, mais du bonheur au XXIe siècle, à l'aune de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, présentez-vous. Très gentil, mais je vais d'abord dire ce que je ne suis pas. Ouais. Moi, je ne suis pas ingénieure. D'accord. Et c'est justement un parcours en philosophie, en littérature, en sciences humaines et sociales qui m'a menée à m'intéresser à l'IA. À l'origine, je faisais une thèse professionnelle sur la recommandation en littérature. Je cherchais comment est-ce qu'on peut recommander un livre à quelqu'un qui ne l'a pas encore lu. Quels vont être les déterminants qui vont faire qu'on va aimer un livre qu'on n'a pas encore ouvert. Sachant que chaque livre est unique, chaque lecteur est unique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bien sûr, il y avait des méthodes, on peut demander aux gens qu'est-ce que vous aimez lire, mais c'est insuffisant. En général, on répond je ne sais pas, surprenez-moi. On peut utiliser la méthode Amazon, les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre livre, mais là aussi, c'est une méthode qui est biaisée. Et donc, c'est en m'intéressant à cette question, comment recommander un livre, que j'ai découvert le matching par similarité. Donc, tout ce que permet de faire l'intelligence artificielle pour mettre en relation deux bases de données, en l'occurrence les préférences de lecture et l'immense possibilité, l'immense bibliothèque de livres. Et donc, c'est en m'intéressant à cette question que j'ai découvert l'intelligence artificielle par ses usages, par la pratique, que j'ai par la suite pu entrer au lab de Google Art et Culture. Alors c'est assez peu connu, c'est dommage d'ailleurs, parce que Google Art et Culture, c'est une équipe au sein de Google qui a numérisé 8 millions d'œuvres et qui les rend accessibles grâce notamment à l'intelligence artificielle. Parce qu'avoir une encyclopédie de 8 millions d'œuvres qui ont été numérisées auprès de partenaires comme le MoMA, le Met, le musée d'Orsay, le musée de l'Ermitage, c'est fantastique. Mais si on n'arrive pas à trouver les liens avec le public, si on n'arrive pas à trouver les portes d'entrée dans cette base de données, ça reste un immense trésor que personne ne consulte. Et donc, il y a des expériences d'intelligence artificielle qui sont développées pour pouvoir créer ces connexions. C'est comme ça que j'ai découvert, par la pratique, avec une base de données fantastique, avec 8 millions d'œuvres, ce qu'était l'intelligence artificielle et que j'ai voulu le partager dans Fantasia. Alors, c'est une démarche à la fois hyper intelligente et très discrète, et je retrouve cette discrétion dans la réponse que vous venez de m'apporter, parce que vous ne m'avez pas parlé de vous, en fait. Vous m'avez parlé de ce que vous faites, mais en fait, vous venez d'où? C'est quoi votre profil, votre parcours jusqu'ici? Oui, alors je suis née en 1994 à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. Et si je précise souvent, 94, c'est bon déjà parce que ça m'a fait très plaisir que le livre sorte quasiment le jour de mon 30e anniversaire. Et puis parce que j'appartiens à cette génération qui a connu l'ancien monde d'avant Internet. J'étais à l'école où on n'avait pas le droit aux portables. De toute façon, les portables, à l'époque, c'était les Blueberry. C'était pas pour les enfants. Et puis qui connaît le nouveau monde qui aujourd'hui voit le monde du travail être révolutionné par l'intelligence artificielle.
Ce que je dis souvent, c'est sur une question toute simple, comme les appels téléphoniques. Mes parents ne comprennent pas qu'on envoie un mail alors qu'on peut téléphoner. Mes cousins, qui ont 12 et 13 ans, eux ne comprennent pas qu'on envoie des mails quand on peut s'envoyer des Snapchats. Ouais, vous le dites ça dans l'intro, c'est très très bien vu. Effectivement, vous êtes au confluent, vous avez connu l'ancien monde, mais vous avez mis les deux pieds dans le nouveau monde, et vous êtes quelque part un pont entre ces deux mondes. Maintenant, on va revenir sur notre podcast, donc Le Bonheur, c'est les autres. Et n'hésitez pas éventuellement à dire votre position, mais aussi vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, si ça change quelque chose par rapport à votre réponse. Si je vous demande comme ça, spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur ? Et j'aurais envie de me cacher derrière la définition du bonheur de Mauroy, qui est un bonheur... André Mauroy. André Mauroy. Pierre. Oui, ouais. Oui. D'André Mauroy et d'Alain, qui est un bonheur exigeant, responsable, qui vient du choix libre, autonome de ce qu'on veut devenir, et qui est un bonheur de volonté. Mauroy se définissait lui-même comme optimisme par volonté, pessimiste par caractère. Et c'est la position que j'ai aussi par rapport à l'intelligence artificielle. Pessimiste plutôt par nature, mais optimiste de volonté quand on voit tout ce qu'il peut y avoir comme potentiel, comme promesse derrière ces technologies. Optimiste de volonté, ça veut dire décider d'être heureux, même si tout n'est pas réuni pour ça. Oui, décider de recevoir, en tout cas de se préparer au bonheur, qui, le mot l'indique déjà, bonne heure, c'est une rencontre, c'est des hasards qui viennent, qui ne viennent pas, mais on peut s'y préparer et savoir le reconnaître aussi dans les petites choses. Si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément, vous me diriez quoi ? Le livre est dédié à Roger et Hilda, qui sont mes grands-parents. C'est eux qui m'ont appris à lire, c'est eux qui m'ont encouragé aussi. Je me souviens de ma grand-mère qui m'apportait des mantecaos, mais ça je l'ai appris récemment, elle appelait ça des baisers. Quand j'écrivais, elle me disait il faut du carburant. Alors quand j'écrivais mes rédactions de primaire, mais c'était, ça c'est certainement parmi mes meilleurs souvenirs. Donc vous nous avez dit, chère Laura, que votre souvenir, le souvenir qui remonte de votre enfance, c'est vos grands-parents, et en particulier votre grand-mère. Maintenant, abordons la question culture. C'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi ? Vous me tendez le micro pour que je revienne à André Mauroy déjà cité. Et je pense qu'un des livres qui m'a le plus influencé, c'est Les silences du colonel Bramble, qui est aujourd'hui assez oublié, alors que Le silence du colonel Bramble doit se trouver dans toutes les librairies d'occasion et la plupart des bibliothèques de grands-parents. C'est un livre qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et qui est sous forme de mosaïque, une forme très libre, des chapitres relativement indépendants les uns des autres. On s'attache bien sûr aux personnages, qui sont des personnages très forts, très attachants, mais les chapitres montrent des aperçus de la Première Guerre mondiale, avec tout la profondeur et le talent d'André Mauroy. C'est très littéraire tout en donnant une élévation philosophique. On sent que Mauroy a été l'élève d'Alain, et ça se sent même dans les dialogues qui sont esquissés. Et c'est cette diversité de la forme que j'ai voulu aussi reprendre dans Fantasia. Par exemple, le passage le plus célèbre des Silences du colonel Bramble, c'est la traduction de « Tu seras un homme » de Kipling, qui a été traduite pour, il me semble, la première fois en français. En tout cas, c'est la traduction la plus célèbre, relativement libre par rapport au texte anglais, qui apparaît sous la plume d'un personnage, bien sûr en citant Kipling, mais en l'adaptant en français. Et donc, il peut y avoir des poèmes, tout comme il peut y avoir des chapitres plus narratifs qui sont disséminés tout au long du livre. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est la forme libre, le fait que vous passiez de différents formats, en fait, entre différents formats.
Et c'est très très plaisant à lire. Voilà, je le redis pour nos auditeurs. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver, sous-entendu, pour être heureux? Je pense que l'essentiel, en tout cas la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la liberté. C'est très abstrait dit comme ça, mais concrètement, je pense qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être libre, on ne peut pas être libre dans des modèles qui sont imposés par les autres. Longtemps, j'étais prédestinée à devenir médecin. Quelquefois, j'ai regretté en me disant c'est une carrière qui m'aurait peut-être plu, qui se trouve aussi au croisement entre la science et les humanités, mais quand c'est imposé, quand ça vient de l'extérieur, quand on sent trop qu'on suit un chemin qui a été tracé par quelqu'un d'autre, je ne pense pas que ça puisse s'appeler du bonheur, pas pour moi. Donc la liberté plus que tout, avant tout. Parce qu'elle est condition du bonheur. Et alors justement, la liberté, parlons-en, puisque par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est ça la principale menace, c'est que l'intelligence artificielle nous emprisonne dans quelque chose qui nous éloigne fatalement de la liberté? Ce qui est très ambigu avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous emprisonne dans nous-mêmes, dans nos propres préférences. Le fait que Spotify ou Deezer puissent nous recommander des musiques à partir de ce qu'on aime, en soi, c'est pas une menace. Seulement pour des enfants qui grandissent avec ces recommandations et qui n'en ont pas d'autres par ailleurs. Parce que leurs parents vont pas leur recommander de musique, parce que les autres enfants qu'ils fréquentent vont eux aussi être sur Deezer et Spotify et TikTok et Instagram, etc. Et là, ça devient plus dangereux pour la diversité, pour la capacité à découvrir de nouvelles choses, parce qu'une opinion, que ce soit en musique ou en politique, on se la forge aussi en découvrant des choses qu'on n'aime pas, avec lesquelles on n'est pas d'accord. On la forge aussi bien positivement que négativement. Donc oui, l'IA est dans ce sens une menace pour la liberté parce qu'elle nous enferme, mais elle nous enferme dans nous-mêmes et nos propres préférences. Et c'est ça le principal piège. Et je pensais aussi par rapport aux réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur X, ex-Twitter, sur Instagram, etc. C'est-à-dire les algorithmes qui vous condamnent à toujours voir le même type d'amis, donc de prise de position, etc. Et au final, ça crée des silos, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais confronté vraiment il n'y a jamais de vrai dialogue. Alors, l'algorithme de X est exactement l'inverse de celui de Facebook, c'est-à-dire qu'on vous pousse sans arrêt à réagir à des choses hostiles, alors que dans Facebook, on vous envoie sans arrêt des posts qui sont en lien avec ce que vous aimez ou avec les gens que vous aimez. Mais on est d'accord que sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, elle est depuis longtemps à l'œuvre et elle n'a pas que des effets bénéfiques, loin s'en faut. Oui, on me demande souvent, par exemple, est-ce que je suis écoutée par Google ? La réponse, c'est non, mais il n'y a même pas besoin d'être écouté par Google. Enfin, à moins que vous soyez recherché par Interpol, normalement, vous n'êtes pas sur écoute. Seulement, on peut connaître vos préférences sans avoir besoin de vous écouter à partir des relations, à partir de critères comme avez-vous un animal de compagnie, des choses qu'on va spontanément souvent mentionner sur les réseaux sociaux, à partir des likes, beaucoup, donc du contenu qu'on va aimer, du contenu qui va faire réagir, des commentaires, des groupes dont les amis font partie. Et en croisant toutes ces données, on peut en savoir certainement plus sur vous-même que ne le sait votre propre mère. C'est sur ce profiling, donc sur ces mécanismes de connaissance des profils et de ciblage que fonctionnait Cambridge Analytica, qui a utilisé ces données pour pouvoir influer dans les élections américaines. Dans les élections américaines, notamment, celle du Brexit, et qui a eu un impact considérable sur ces élections. C'est aujourd'hui des mécanismes qui sont utilisés pour influencer les votes, pour reconnaître les personnes les plus fragiles et les plus influençables. Donc, il est certain aujourd'hui qu'il y a de l'ingérence étrangère, même si on a du mal parfois à déterminer précisément laquelle. Mais on devient aujourd'hui des proies dans un cyberespace qui est aujourd'hui un terrain de propagande. Et donc, dans ce sens-là, oui, les réseaux sociaux sont, et surtout le rôle que joue l'intelligence artificielle dans le ciblage du contenu et le ciblage des personnes sur les réseaux sociaux est une menace, c'est extrêmement dangereux. Mais sa raison d'exister, c'est
évidemment pas d'être une arme de propagande. Sa raison d'exister, c'est que les réseaux sociaux ont tout intérêt à ce que vous restiez le plus longtemps, à ce qu'on reste, parce qu'on en fait tous partie, à ce qu'on reste le plus longtemps sur ces plateformes, qu'on consomme du contenu publicitaire, de l'espace publicitaire qui est revendu, qu'on donne des données sur soi qui vont permettre de mieux cibler les publicités. Et ça, oui, ça a un intérêt pour nous. Évidemment que si on envisage de partir au soleil, on a envie de recevoir des publicités pour partir aux Maldives plutôt qu'en Scandinavie. Et donc, c'est un intérêt pour nous. Mais quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et donc, cet intérêt du ciblage peut aussi facilement se retourner contre nous en nous rendant beaucoup plus poreux aux opinions politiques, à du contenu vrai ou faux, mais qui va influer sur le vote. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez et ou le mot auquel vous pensez spontanément à l'instant où je vous parle? Là, spontanément, celui qui m'est venu à l'esprit, c'est sanguinolant. Sanguinolant. Et je crois que c'est un mot qui m'était venu quand on m'avait demandé, quand j'étais petite, quel était mon mot préféré. Mais je trouve qu'il y a une force et tragique dans ce mot, parce on sent presque le sang couler. Sanguinolant, ça crée presque ce réflexe de dégoût, déjà rien qu'en entendant le mot. Oui, je trouve que dans les sonorités... On dirait pas quand on vous voit comme ça, mais ça fait peur, sanguinolant quand même. Mais voilà, justement, c'est un mot qui fait peur, et alors que c'est un ensemble de syllabes, mais je les trouve très fortes. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence ? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres ? Ne me lancez pas sur cette question. Je viens de finir un recueil de nouvelles sur le thème de l'indécision, justement en partant de cette idée que ce qui caractérise peut-être le plus l'époque contemporaine, c'est les quantités astronomiques de données qu'on produit. Plus de données en un an qu'il y en a eu entre l'aube de l'humanité et les années 2010. C'est ça qui permet les développements récents de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi ça qui va créer une espèce de peur existentielle, d'angoisse du choix, de doute permanent, qui est plus l'hésitation, qui est plus le doute cartésien où on sait entre quoi on doute, mais qui est une indécision entre toutes les possibilités, tous les chemins, toutes les rencontres qu'on a aujourd'hui. Et c'est aussi ce que permet l'intelligence artificielle, en particulier le matching, les recommandations, de se perdre dans une quantité de rencontres, de voyages, de missions, de possibilités, de découvertes, d'informations qui n'étaient même pas imaginables pour les générations précédentes et qui font qu'aujourd'hui, je pense même qu'il y a des nouveaux caractères, presque des Überzweifelmen, je ne saurais pas comment le dire en termes philosophiques, mais si j'avais intitulé un roman à l'origine Gratwanderer, des danseurs sur la corde raide, des gens qui sont dans ce doute permanent, cette indécision, mais pas l'indécision entre plus ou moins, l'indécision entre le tout blanc ou le tout noir, et qui voudraient les deux en même temps. Ce genre de caractères qui vont passer d'une mission à l'autre, d'une rencontre à l'autre. En vous disant ça, je fais le mouvement du swipe du doigt, parce que je pense que ce swipe, oui, c'est ça, le zapping, en fait, qui est rentré plus que dans la culture, qui est rentré dans notre esprit, dans notre manière de consommer, dans notre rapport aux autres aussi, de passer de l'un à l'autre beaucoup plus rapidement. Et donc, oui, je doute très souvent, et je pense que ce doute, mais ce doute au sens, non pas de l'hésitation, non pas de oui ou non, mais le doute de que choisir quand on a tellement de choix. C'est très contemporain. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence, Laura ? L'indulgence n'est pas ma qualité première. Pour moi, est-ce que je peux avoir quelques secondes pour réfléchir ? Bien sûr. Parce que là, vous me posez une colle. Moi, c'est pas une question d'avoir l'air intelligent ou pas, mais j'aurais vraiment du mal à répondre. Oui, je n'en aucune, parce que je pense qu'être indulgent, c'est encourager aussi ses défauts. Et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Il y a tellement de possibilités de s'informer, de s'améliorer.
que la principale question, c'est celle de la volonté. Qu'est-ce qu'on choisit? Et ça peut venir que de l'intérieur. On ne peut pas vouloir pour quelqu'un d'autre. On l'a dit tout à l'heure, il y a les optimistes et les pessimistes. Par rapport à chaque sujet, on peut se positionner par rapport à l'un ou l'autre. On pourrait avoir une espèce de jauge d'optimisme ou de pessimisme par rapport à chaque situation et chaque époque. Mais aujourd'hui, vous, Laura, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Le livre que vous venez d'écrire, Fantasia, parle du passé, mais parle de l'actualité et parle aussi du futur. IA ou pas IA, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? L'intelligence artificielle, à l'origine, comme champ scientifique, c'était des recherches qui visaient à comprendre l'intelligence humaine en les simulant sur des machines. Et donc ça nous force aussi à nous poser plein de questions sur qu'est-ce que l'intelligence humaine, quelles en sont les limites. Et donc forcément, en écrivant sur l'intelligence artificielle, on en vient à se demander quel sera le rôle de l'homme, à l'heure où on peut créer des textes qui nous font ressentir des émotions. Quel sera le rôle du travail, à l'heure où on peut automatiser la majeure partie des tâches. Et mon espoir, c'est que je pense que ça passe par les histoires, mais qu'à travers les histoires, on comprenne mieux ces enjeux de l'intelligence artificielle et on saisisse cette chance de repenser, par exemple, le monde du travail. Quand on regarde le monde du travail aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de tâches qui ne sont pas considérées comme du travail, sans qu'on sache vraiment pourquoi, enfin essentiellement parce que c'est pas rémunéré. Premier titre, le travail d'écriture ou le travail, les tâches ménagères, s'occuper des enfants, enfin beaucoup de tâches qui, en termes de temps, doivent représenter une bonne partie du temps travaillé de l'humanité et qui ne sont pas considérées comme du travail, ou d'autres tâches qui vont être la même tâche. Par exemple, parler d'intelligence artificielle, ça peut être quelque chose qu'on fait bénévolement les uns avec les autres. Ça peut être rémunéré dans le cadre de formation, ça peut être rémunéré encore bien plus dans le cadre de conférences, alors que c'est la même tâche. Et donc l'intelligence artificielle nous force aujourd'hui, parce qu'elle est en train de remplacer une partie des tâches, elle nous force à nous reposer ces questions de qu'est-ce que le travail, qu'est-ce qu'on veut comme monde du travail, qu'est-ce qu'on fera quand on aura automatisé la majeure partie des tâches, quelles sont les nouvelles compétences dont on va avoir besoin. Et donc là où je suis optimiste, c'est que oui, là on passe par une période inconfortable de questionnement, de révolution qui en plus se font pas au même rythme dans tous les domaines, dans tous les pays. C'est clairement une période troublée de questionnement, mais ça nous force à reposer des questions essentielles qui vont au-delà des petites adaptations et qui en reviennent à la racine même de l'organisation de la société, de la place de l'homme face aux machines, de la place du travail. Donc voilà, pour moi, la principale promesse de l'IA, c'est ce questionnement. Et évidemment, je n'ai pas la réponse sur comment doit-on organiser la société de demain. C'est pour ça que j'ai voulu l'aborder sous l'angle des dialogues ou par des fables, en tout cas à travers la fiction. Mais c'est important de pouvoir reconsidérer en profondeur des questions. Pas simplement de manière cosmétique, qu'est-ce qu'on fait du jour au lendemain, mais de se les poser profondément et d'oser remettre en cause même les racines de notre organisation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à titre personnel pour les prochains mois? Sous-entendu, qu'est-ce qui vous assurera votre bonheur au cours des prochains mois? Alors, j'ai commencé en disant que le bonheur, on pouvait s'y préparer, on ne pouvait pas forcément le rencontrer. Mais ce qui me ferait en tout cas très plaisir, ça serait de pouvoir continuer à écrire sur beaucoup d'autres sujets. L'ennui, lorsqu'on fait la promotion d'un livre, c'est qu'on est souvent identifié dans des étiquettes pour rentrer dans les cases marketing identifiables pour que les lecteurs qui n'ont pas encore ouvert le livre puissent justement savoir à quoi s'attendre. Donc il y a de bonnes raisons à ça, mais c'est tout de même limitant d'être sous l'étiquette expert IA, alors que ce qui m'intéressait dans l'intelligence artificielle, c'est au-delà de sa dimension opérationnelle, c'est vraiment ce que ça dit sur l'homme, son rôle aujourd'hui, sa place. J'ai commencé à écrire d'autres livres, j'en ai un sur la Révolution de février 17, donc c'est des sujets éloignés.
Évidemment, quand on veut trouver des liens, on en trouve, mais ce n'était pas la principale raison pour laquelle j'ai commencé à écrire. Et donc, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer d'écrire, continuer de publier, de rencontrer les lecteurs sur plein d'autres sujets. Merci Laura. Merci beaucoup à vous.